Aujourd'hui en France, des régions entières sont devenues de vrais déserts médicaux. Trop isolés, trop mal payés, trop sous pression, les médecins généralistes ne veulent plus s'installer dans ces campagnes. Alors petit à petit, la médecine de proximité risque de disparaître. Cette désertification est une catastrophe, non seulement humaine, mais aussi financière. Alors, face à cette crise, que faire ? Saint-Amand-en-Puisaye, un petit village de la Nièvre, d'où est partie une révolution. Une révolution ? Tout commence avec Michel Serin, un médecin généraliste. En 2003, son dernier confrère part à la retraite et personne ne veut le remplacer. Alors Michel se retrouve seul médecin dans la région, un seul docteur pour plus de 4000 habitants. Michel a alors une idée qui peut sembler banale, mais qui va se révéler exceptionnelle. Il imagine un lieu où des médecins travailleraient ensemble, main dans la main et sur un pied d'égalité. Alors il prend la route pour recruter son équipe. Du généraliste à l'infirmière, en passant par la kiné, au total, ils seront 14. Pour installer son équipe, Michel trouve une ruine. Et tous ensemble, ils mettent en œuvre un immense chantier. Une fois rénovée, cette ruine devient la première maison de santé de France. Cette réalisation est en train de tout changer dans le monde médical. Aujourd'hui en France, il existe 150 maisons de santé, et ce n'est qu'un début. Bonjour Élie. Bonjour. Bonjour. Alors, visite de révision? Oui. Michel a toujours voulu être médecin de campagne pour soigner des plus jeunes aux plus vieux. Il est le médecin de famille par excellence. Oui, tiens, regarde, ne t'inquiète pas, moi je t'enlève pas. Hein. Bon. Je vais te laisser à ta maman. Bon, ça y est? Michel est un généraliste pédiatre. Et pour Annabelle, c'est un immense avantage. Sans cette consultation, elle aurait dû faire plus de 30 km pour trouver un pédiatre, sans compter les délais et les listes d'attente. L'exercice en milieu rural permet de se recentrer sur son cœur de métier, qui est la prise en charge globale tout au long de la vie du patient, c'est-à-dire de la prévention de la conception, l'accompagnement jusqu'à la mort. J'ai confiance en lui. Je l'aime bien. Allez, va. Voilà. Élie un petit peu moins. Ouais, pour l'instant. Mais voilà, mon petit... Allez, attention, je te pique. Voilà. C'est fini. Allez, fais-lui un gros câlin. Je me suis installé à la campagne pour justement prendre en charge toutes les générations et donc quotidiennement je fais de la pédiatrie et la particularité c'est que maintenant je suis les enfants, des premiers enfants que j'ai connus en arrivant et pour moi c'est quelque chose qui est très émouvant. Pour moi j'ai vraiment l'impression de soigner une personne au sein d'un arbre généalogique du petit enfant, de l'arrière-petit enfant jusqu'à l'arrière-grand-mère et ça c'est de la médecine que j'aime beaucoup. Parfois, à la maison de santé, on voit rentrer une femme par la fenêtre. C'est Luce Duissens, la kiné. Oui, c'est férié, c'est je ne sais pas quoi. Alors, ok. Luce aurait voulu être médecin, mais elle a eu peur du sang et de la souffrance. Et du coup, elle cultive l'humilité. Je considère que ce que je fais n'est pas indispensable. Tu comprends? Je veux dire, le travail d'un médecin... Nous, en kiné, on ne fait pas des choses, extraordinaires. On est dans l'accompagnement de la personne pour qu'il retrouve une autonomie, pour qu'il remarche après un accident. C'est important, mais la médecine, c'est quelque part plus important de sauver la vie de quelqu'un. Moi, je ne sauve pas la vie.
je l'aide à vivre avec ses problèmes. C'est déjà pas mal. Grande prématurée, Séverine est née handicapée. 2 fois par semaine, elle vient à la maison de santé. Tu t'ennuierais si tu ne venais plus ici. Oh non, au contraire. Hein. Avec Luce, Séverine réapprend à marcher. Vas-y. Pousse. Ah, c'est dur. Mes copains m'appellent Mommy ou la vieille. Parce qu'un jour, j'étais en fauteuil roulant avant, puis c'est resté la vieille. Parce qu'ils arrêtaient, ils adoraient me pousser, donc c'est resté la vieille. Puis même la maîtresse, c'est Mamie, alors... Comme le collège de Séverine est à proximité, elle peut venir juste après ses cours. J'ai 2 exos plus une page entière à faire. J'ai 18. Sans cela, Séverine serait obligée de manquer 10 jours d'école par mois ou de rater sa rééducation. Ah, c'est dur, même. Séverine, tu marches très mal, là. Oui, le corps partait... Allez. Tu dois essayer de te redresser aussi. Essaye de redresser ton dos. Voilà, tu vois, voilà, super. Magnifique, comme ça. Et bien tendre tes jambes. Tirer sur ton dos. C'est vraiment un acte de vie que de faire 3 pas à quelqu'un. Voilà, c'est bien. C'est lui rendre un espoir fou. Il y a des gens qui disent vous m'avez sauvé la vie parce qu'on les a remis simplement debout. À la maison de santé, il y a 3 infirmières. Marie-Françoise Mettet est l'une d'elles. Sa voiture, c'est un peu sa 2e maison. Elle fait 4000 km par an. Marie-Françoise a d'abord travaillé à l'hôpital. Mais à l'hôpital, les patients ne faisaient que passer. Alors elle a choisi de travailler en libéral pour nouer de vraies relations. Depuis qu'elle travaille à la maison de santé, Marie-Françoise a en plus trouvé une réelle proximité avec les médecins. L'avantage de la maison de santé, si par exemple on a un pansement à faire, bon, si on trouve que l'évolution n'est pas bonne ou qu'il faudrait changer le produit, ou alors peu importe la question qu'on se pose, on peut appeler directement, enfin en direct on a le médecin qui va venir, qui va voir le pansement, donc c'est action-réaction. Le travail en équipe est une vraie nouveauté dans le libéral. Avant, cela n'existait qu'à l'hôpital. Bonjour. Et vous? Bonjour, monsieur Hugo. Tous les mois, Marie-Françoise fait une prise de sang à Pierre Hugo pour son renouvellement de traitement. Il y a 10 ans, Pierre a fait un AVC. Aujourd'hui, je vais vous saouler. Vous allez me Saouler. saouler? Parce qu'il y a beaucoup d'alcool. Ah oui, d'accord, ok. C'est ce que j'allais dire, non. De toute façon, il y a que Marie-Françoise qui arrive à le piquer. Oui, mais attendez. Respirez bien. Voilà. Hop. Vous avez aussi déjà le piquer là. Elle me prend tout mon alcool. Allez, on va mettre le petit garrot. Hop. J'en reviens. Elle est gentille, elle est mignonne. Moi, je lui donne mon sang sans partage. Je lui donne tout. Voilà. Qui est fait. Bon, bah maintenant, après l'effort, le réconfort, moi, je vais boire mon petit café. Voilà. Bah oui. Bon, je vais vous préparer ça. Ouais, peut-être que je m'habille. Pierre est ce que l'on appelle un chronique. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une prise en charge globale à vie. Comme Pierre,
20% de la population française souffre de maladies chroniques. Toc. Et là, je suis à hauteur. Je peux me lever, tranquille peinard. Ah, c'est bien. Comme tous les chroniques, Pierre souffre de multipathologies. Toute sa vie, il sera sous traitement, et pas pour guérir, juste pour que son état reste stable. Il y a 9 médicaments, 9 pilules par jour et un sachet. Et avec ce que vous allez prendre comme médicament, vous n'avez pas besoin du croissant, là? Ça veut déjà 5. Oui, mais c'est pour ça. Et c'est pour le zen. Moi, le zen, j'ai toujours eu. Moi, Ah bon? c'est entre guillemets. Hein? J'ai pas toujours été, justement. J'ai pas toujours été. C'est peut-être pour ça que je suis dans cet état-là. Pour moi, c'est le stress. C'est... il y a beaucoup de stress. Ici, il y a la tension. Ça, la tension, l'hypertension même. T'étais un bon vivant, Ah bah ça oui. n'est-ce pas? On était des Parisiens Là, quand on arrivait. là j'étais jeune. Séquelles d'AVC, diabète, sida et même parfois certaines formes de cancer, les maladies chroniques sont le nouveau défi de la médecine. On vit avec, mais on ne guérit pas. Au revoir, non, c'est mais non, beau. non. Allez, Au revoir. elle n'oublie pas la carte vitale. Hein. Non, 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 non. Il va la prendre cet après-midi. D'accord, très bien. Bon. Bonjour Luce. Bonjour, docteur Serin. Merci. Tiens, moi je prends le tabouret. Luce suit Pierre depuis 4 ans. Aujourd'hui, elle a sollicité une réunion d'urgence avec Michel Serin et Fabienne Bouteau, l'orthophoniste. Qu'est-ce que je peux faire? Si vous voulez, c'est un peu embêtant de toujours faire la même chose, si vous voulez. Je ne sais pas expliquer. C'est le problème de tous les chroniques. Hein. À partir du moment où ils ont intégré leur handicap, qu'ils ont retrouvé une certaine autonomie, je me disais, bon, on va peut-être arrêter. Dans votre mission, il y a 2 objectifs. Il y a l'objectif d'amélioration, mais quand vous l'avez pris en charge, c'était déjà très évolué, très tardif. Et après, il y a l'objectif qui est, à mon avis, extrêmement important, c'est primo d'éviter une perte d'autonomie. Et donc ça, je pense que tout ce que vous lui faites faire avec tout votre outillage, ça améliore beaucoup. Et moi, je le trouve beaucoup plus souriant, plus détendu maintenant quand je le vois que lorsqu'il est arrivé sur le territoire. La dimension globale du patient, c'est de préserver son autonomie, qu'il puisse rester chez lui avec sa compagne, et puis aussi être heureux de vivre. Je crois que avec un handicap, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pour ça il faut pas sous-estimer votre efficacité. On a l'impression que vous sous-estimez complètement je me pose toujours, la qualité des soins que vous lui c'est proposez. utile? Est-ce que... Étant donné que ça joue sur son moral, sur son bien-être, c'est important. Quand vous avez quelqu'un qui est déprimé, il ne récupère pas aussi bien quand il a bon moral. Donc toute cette énergie qu'il vient retrouver ici, c'est aussi ça qui lui donne envie de continuer à avancer et de venir vous voir. Vous me conseillez sur le plan psychologique de continuer à intervenir. Mais sur le plan somatique aussi, je vois par rapport à d'autres patients qui ont dû arrêter la rééducation de façon plus précoce, on voit quand même plus de perte d'autonomie et plus de repli sur soi. Je pense que c'est pour tous les patients chroniques ou des pathologies qui ont un peu du mal à guérir, où on a besoin de se voir, de faire le point régulièrement, de manière justement à se rassurer et à retrouver confiance en soi. Bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Eh bien, merci, Luce. Ici, le travail en équipe permet aux médecins de trouver un nouveau souffle. À la maison de santé, il y a aussi Christophe Jarny. À 4 ans, il savait déjà qu'il voulait être médecin. C'est dans son ADN.
Je travaille à peu près à un strict minimum de 12 heures par jour, auquel se rajoute 1 heure, 1 heure et demie de paperasse tous les soirs. On ne peut pas dire aux gens, non, ou prends pas, je prends plus personne. Ça veut dire que dans certains cas, on va laisser des gens sans médecin. Ça c'est à l'intérieur de moi, je peux pas laisser quelqu'un sans soins, sans rien. Comme tous les généralistes, Christophe est très loin des 35 heures. Mais à la maison de santé, il y a des secrétaires et ça change tout. Rebonjour. Oui. Je prends un rendez-vous avec le docteur Jarny, Oui. mais qui dure au moins 30 minutes. D'accord. C'est pour une infiltration. D'accord. Bon, sinon, après, tu me rediras à quelle heure est le rendez-vous de mercredi, puis ce sera bon. De 80 appels par jour quand il était seul, Christophe n'en prend plus que 5. À la maison de santé, il peut donc faire ses consultations sereinement. Michel Serin fait des visites à domicile. Ces visites sont chronophages mais indispensables, surtout dans ces régions rurales à la population vieillissante. Sans ça, de nombreuses personnes âgées seraient placées en maison de retraite ou en foyer, ce qui, dans 60% des cas, leur serait fatal. Bonjour madame. Suzanne et Gabriel sont mariés depuis 60 ans. Ils n'ont jamais quitté leur maison et Michel fait tout pour que cela reste possible. Bon. Vous portez bien vos 91 ans, hein? Oui. « 13,5-7. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Michel ne laisse rien au hasard. Aujourd'hui, il veut vérifier le cœur de Gabriel. Oh les mains! Il sort une bande électrode pour que Gabriel passe un électrocardiogramme. Ça va être froid. Oh, c'est pas chaud, là. Seulement 20% des généralistes sont équipés de cet appareil. Les yeux, respirez doucement. Et cette pratique à domicile est encore plus exceptionnelle. Pour Michel Serin, la médecine de l'avenir est une médecine qui utilise la technologie, mais une technologie toujours centrée sur le patient. Si la prise de sang n'est pas bonne, je repasserai vous voir. D'accord. D'accord? D'accord, il a entendu. Voilà. Grâce à cette philosophie, Suzanne et Gabriel peuvent rester ensemble chez eux. J'ai eu le cancer. J'ai dit au docteur, je reste avec lui, je reste chez moi, et puis on va se défendre tous les deux, on va se battre tous les deux. On s'est soutenus l'un et l'autre. Et puis, en réalité, il m'a beaucoup aidé dans ma maladie. De m'occuper de Gabri, ça a été mon meilleur médicament. Oh, bah, ça allait pas très bien quand même. Hein. Puis après, il fallait que je la promène. Ça l'a encore bien plus mal. Vous rigolez, mais c'est vrai. Oh, mon oui, promener quand même. Hein. Oui, ça c'est vrai que je l'envoie promener, ça c'est juste. Mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est qu'on parte tous les deux en même temps. Voilà, ça c'est mon grand souhait. On part tous les deux en même temps, alors là, pas de problème pour moi. Comme toutes les semaines, le jeudi, Pierre-Hugo déjeune avant son après-midi à la maison de santé. On va bientôt manger, Pierrot, parce que s'ils viennent nous chercher, hein, le taxi. Bah oui, parce que ils viennent nous chercher à l'heure habituelle. Bah oui. Évidemment, tu vas me dire, il n'y a pas d'apéritif. Tu le sais que t'as pas le droit de boire de l'alcool, alors.
Le docteur Serin ne veut pas. Si Michel Serin et son équipe n'étaient pas regroupés, Pierre ne pourrait pas rester chez lui. Et il serait sans doute placé dans un établissement médicalisé ou même hospitalisé. Son maintien à domicile permet de faire 507 € d'économie à la sécurité sociale par jour. Il permet aussi à Pierre de se sentir mieux et de garder le moral. Il n'y a rien à regretter. Ouais. À quoi ça servirait? Ça servirait à rien de regretter. D'ailleurs, les regrets, ça ne sert à rien. Ça sert à se faire mal, c'est tout. Encore plus. Bon, c'est pas la peine. Il n'y a rien à regretter. Ah tiens. Une trinquaille de l'eau. Santé, monsieur Serin. Allez, va. Il est 13h, Pierre part à la maison de santé en taxi. Le taxi fait partie du système de soins. Entre conducteurs et confidents, les chauffeurs transportent, écoutent et relaient les informations aux médecins. Pierre commence un véritable parcours de santé, un marathon même. Première étape, Fabienne, l'orthophoniste. Avec Fabienne, Pierre fait un travail sur la mémoire. Un des exercices consiste à retenir les chiffres dans une phrase. Et cette fois, le sujet passionne Pierre. Les vins de Côte regroupent près de 13 000 hectares et 1420 adhérents. Vous voulez que je répète? Je suis allée trop vite? Parce que là... Vous êtes parti sur le vin. D'accord. On y va. Les vins de Côte regroupent près de 13 000 hectares et 1420 adhérents. C'est en 1985 qu'ils décidèrent de se regrouper et de former l'association des 5 côtes de Bordeaux. Très juste. Et alors, je prends côte de Grave, côte de Blève, la Grave. Il y en a combien en tout? C'était ça le chiffre. Voilà. Parfait. Je les connais pas. J'apprécie, c'est la psychologie, moi. Moi, je trouve ça très bien. Sans bousculer, sans rien du tout. Calme. Elle laisse venir. Alors bon, on répète, c'est tout. Pour la deuxième étape, Pierre descend d'un étage. Il retrouve Luce. Pas de cri. N'est-ce pas? Oui, vous faites pas mal. Pardon? Vous me faites pas mal. Bon, je vous fais jamais mal. J'ai pas envie de crier, mais... Moi, je vous interdis de crier. Je suis obligée de vous étirer. Non, vous n'avez pas mal. Normalement, ça fait du bien. Mais oui, mais un petit peu, ça va se casser, là. Mais vous non, allez ça voir. va pas se casser. Allez-y, allez-y, en étant. Allez-y. Alors, vous imaginez que vous le faites avec moi. Allez, en étant. Imaginez que vous étendez votre cou. Il commence dans l'esprit, le mouvement. À partir du moment où tu décides de faire quelque chose, avec certaines personnes, j'arrive à faire étendre. Je leur demande d'imaginer qu'ils vont frapper quelqu'un. Monsieur Hugo n'est pas très enclin à le faire, mais ça marche. Hein. Et souvent, je fais travailler les gens avec les yeux fermés. On se concentre, Monsieur Hugo. Allez, en étant. Vous imaginez? Et vous ne faites plus de grimaces. Et ça va beaucoup mieux. Quand je la quitte, je me sens mieux. Je ne dis pas que je suis guéri, mais j'arrive mieux à faire des mouvements. C'est-à-dire que je dois m'assouplir quand même quelque part, l'un dans l'autre. Ça donne espoir. L'espoir fait vivre.
Luce met à profit chaque moment pour la rééducation de Pierre. Arrête. Et elle le fait marcher jusqu'à l'ascenseur pour sa 3e et dernière étape. Aujourd'hui, Pierre a aussi rendez-vous avec Michel. Ah, monsieur Hugo. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bon, je vais vous examiner. Oui. Est-ce que je vous pèse aujourd'hui? Est-ce que je vous pèse? Bon, comme je vieillis aussi, moi, je vais remonter la table. Hein. Vous n'avez pas le vertige? Très bien. Vous n'êtes pas essoufflé? Vous n'avez pas de douleur dans la poitrine? Non. D'accord. Allez, on se détend. Voilà, donc les globules c'est bien, les plaquettes ça va encore, le diabète c'est plutôt bien. Il faut continuer à faire des efforts. D'accord? Il est près de 19h. Après cette très longue journée, Pierre rentre chez lui. Et ben voilà, on est arrivé. Même pas fatigué. Même pas mal. Et mieux. Julia était une pianiste mondialement connue. Depuis 1 an, elle souffre d'ataxie cérébelleuse, une terrible maladie qui atteint le cervelet et empêche la coordination des mouvements. À l'hôpital, Julia a été condamnée. Mais Nick, son mari, a absolument voulu la faire rentrer chez eux. Contre toute attente, aujourd'hui, Julia a retrouvé un peu d'autonomie. We get on with it. On continue chaque jour faire ce qu'il faut faire. Manger, promener le chien, se lever, se coucher, écouter la musique, discuter les choses, oui. Luce fait très peu de domicile. S'il vous plaît. Émue par Julia, elle vient la faire travailler 2 fois par semaine. Elle est fatiguée, Julia? Fatiguée? Toi? Donnez-moi votre main. Julia, en général, je peux le faire. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Non. Un petit peu. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse choisir. On marche alors? Un petit peu. Très bien, Julia. Avancez votre pied, Julia. Pied gauche. Très bien, Julia. Pied gauche. Tu fait beaucoup d'efforts ce matin? Elle a fait beaucoup d'efforts ce matin, Julia? Elle n'a pas beaucoup fait ce matin. On entend ici. Voilà, très bien, Julia. Vous sortez aujourd'hui? Oui, j'espère. Baissez la tête, Julia. C'est bon, vous êtes assise, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis, Julia. Voyez, vous aviez peur de le faire? Ah, c'est bien. Asseyez-vous comme il faut. Voilà, il va arriver. D'accord? Elle a besoin de vous. Dès que vous n'êtes pas là, c'est Nick. Vous comprenez ça? Oui, oui. Parce que on ne peut arriver à faire un travail intéressant avec Julia qu'en participant à plusieurs. Toute seule, moi, je ne peux rien. Ça va? Oui, c'est bien. Son médecin traitant, il ne comprend pas qu'il puisse la sortir, qu'elle puisse marcher. Même, tu vois, quand il n'y a pas d'espoir, ben, si tu y crois un petit peu, si tu te mets à 2 ou 3 à y croire, ben, on arrive à des résultats que la médecine n'explique pas toujours. Là, on rentre comme ça. Bon. Oui, c'est désolant, mais
effectivement, selon son état, si on peut même pas le rapatrier, voilà, je vais essayer de le rejoindre. Il y a la maison. Si vous êtes d'accord, on peut l'aider à quitter ce monde chez lui. Ben, je vous propose, sinon le mieux c'est de partir à la Charité, au centre Henri Dunant. Ah, c'est un pôle de gériatrie, oui, c'est très bien. En plus, moi je fais régulièrement appel au réseau Émeraude qui vient de la Charité justement, hein, pour assumer la fin de vie à domicile. Donc, il n'y aura pas de problème sur la Charité si vous pensez que ce sera trop dur pour vous de le garder jusqu'au bout à la maison. Christophe reste au téléphone plus de 3 quarts d'heure. Il entame le long processus d'un soin palliatif. Depuis hier, c'est très liquide. Oui, donc c'est pas une réaction vaccin. Hein. Ce n'est pas une réaction vaccin. En urgence, Michel fait une consultation par téléphone pour un enfant de 3 ans. Riz, carotte, banane. Ouais, riz, carotte, banane, vous le faites boire régulièrement. Confrontés en permanence à la vie et à la mort de leurs patients, les médecins subissent une énorme pression. En France, ils se suicident 3 fois plus que les employés de France Télécom. C'est une réalité dont on parle peu. Avant, Michel et Christophe étaient seuls face à ces situations. À la maison de santé, avec Frédéric, le 3e généraliste, ils se retrouvent 1 fois par semaine. Ces réunions de coordination leur permettent de se soutenir et elles sont aussi un vrai bénéfice pour le patient, en particulier en cas de diagnostic difficile. Donc la biologie montre une hyperleucocidose discrète, une CRP à 180. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut envisager comme... Alors pas de souffle cardiaque, pas de fièvre. Je lui ferai les anticorps slow, Un slow antibiotique. Et puis tout. Et contrôle biologique à distance. Ouais, puis tu vois, ça s'arrêterait, c'est bien ça. Donc je fais antibiothérapie, puis j'envoie... Des antistreptos. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'érythème polymorphe. Oui. L'érythème polymorphe qui touche donc les membres inférieurs, membres supérieurs, et qui peut donner, si c'est une allergie, dans certains cas, ça peut donner aussi des arthralgies. C'est pour ça que j'ai pensé un petit peu à une origine iatrogène. Et du coup, je vais quand même lui mettre une précaution quand même sur ce truc-là. Ok. Merci les gars. Ouais, bien sûr. Ces réunions hebdomadaires, c'est vraiment un moment privilégié pour partager les difficultés de prise en charge, les questions, les doutes, donc améliorer nos pratiques. C'est aussi un moment de partage privilégié qui aide bien à faire face à toute la charge de travail que nous avons, donc une grosse charge de travail, mais aussi une grosse charge émotionnelle. Et je pense que c'est pour moi un élément très important de partager toutes ces situations avec mes confrères qui ont su à chaque fois me soutenir dans les moments où je me posais plein de questions, où je me sentais un peu fragilisé. Chaque mois, Christophe Jarny prend le temps d'aller voir Elisabeth. Bonjour Madame Agnier. Elisabeth a 88 ans et elle ne sort plus de chez elle. Docteur, vous allez bien? Comme un tiers des Français, Elisabeth souffre de solitude. Et certaines semaines, le médecin est sa seule visite. Vous n'avez pas eu de maux de tête depuis? Avez-vous eu des maux de tête? Oh non. Des vertiges? Non. Non, des bruits dans les oreilles? Oh ben j'en ai des bruits dans les oreilles, ça ronfle toujours avec ça ronfle toujours. Et voilà, un cœur à 58 qui va bien. Vous avez le battement de cœur à 58 par minute. Alors c'est bon? Ah, c'est très bien. Prête à faire du sport? Oh, comme à 25 ans. Voilà, comme à 25 ans. Et le moral alors, il va comment? Oh, ben vous savez, le moral, il sera jamais beau.
Pourquoi non? Mon Didier ne reviendra jamais. Il est parti, il a pris la grande route. Et puis, la route qu'on ne revient pas. Oh, ben moi, je ne sors pas. Pourquoi vous ne sortez pas? Non. Pourquoi? Oui, pourquoi? Ben parce que j'ai pas d'équilibre. D'accord. J'ai peur de tomber. Et si je tombe, on va m'emmener à l'hôpital, je ne veux pas y aller. Bon, ben voilà. On va vous souhaiter une bonne journée. C'est comme ça que ça se passe quand on est vieux. La vie est bien faite. Quand on est jeune, on a envie de faire, de toujours faire, de toujours. Puis tout en vieillissant, non. On s'en va tout doucement, tout doucement, tout doucement. À la maison de santé, il y a aussi Karine Pinault, la sage-femme. Avant, les femmes enceintes de la région se contentaient de leur visite chez le gynécologue, souvent à plus de 20 km de chez elles. Et elles ne faisaient certainement pas les 50 km nécessaires pour prendre des cours de préparation à l'accouchement. Des cours qui sont pourtant un droit et plus qu'un luxe, une prévention. La sage-femme, en fait, elle attend la même chose que vous. Elle attend qu'une chose, c'est que la petite frimousse, elle descende et qu'on la voit. Il va peiner à passer, mais s'il se met sur le côté, vous voyez qu'il a plus de place. Là, il en a encore, là, il en a pas. Là, il en a, là, il en a, là, il en a. Je m'occupe des plus jeunes patients de la maison de santé. Vous voyez, vous sentez bien la sangle abdominale qui se serre. Alors, on inspire. Voilà, très bien, relâchez. Poussez en soufflant. Et là, je vous dis, ne poussez plus souffler. Voilà. Oui. Ok, il a ses petites mains là, il arrête pas de me repousser le. Il joue, vous jouez avec lui? Bah, de temps en temps. Ouais. Tiop là. Vous avez vu? Quand Karine a une question, elle va frapper à la porte de Michel Serin qui lui répond immédiatement et lui fait une ordonnance si nécessaire. Ça va? Oui. Je viens de voir pour Angélique. Là, elle ne contracte pas, donc on peut plutôt faire des moniteurs à domicile. Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, je te fais une prescription. Voilà. D'accord. Du coup, il y a une consultation au lieu de 2. Et c'est pour tout le monde un immense gain de temps, de confort et d'argent. Dans son dossier. On va arriver dans son dossier. Non, venez. La santé, c'est aussi l'éducation thérapeutique du patient. Monique est diabétique. Aujourd'hui, Christophe change son traitement. Elle passe à l'insuline. Voilà pour les infirmières. Monique doit apprendre à mesurer sa glycémie et à se faire elle-même ses piqûres. C'est Marie-Françoise, l'infirmière, qui lui donne sa première leçon. Comme ça, on va pouvoir voir. Alors, donc, les glycémies capillaires, vous savez les faire? 3,64, effectivement. Pourtant, j'ai pas fait rien de spécial. Hein. Hop, on épluche, on visse. Jusqu'à ce que ça bloque. On retire. D'accord. Donc là, les unités, vous voyez. Ah oui, il y a les numéros, mais sinon, avec le bruit, vous pouvez entendre également. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 unités. Hein. Et les aiguilles, vous voyez, sont toutes fines. Donc, on pique tout droit. Voilà, d'accord. Une fois que vous avez piqué, vous poussez. Tout doucement, jusqu'à la butée. Et vous attendez, vous comptez une dizaine de secondes avant de retirer l'aiguille, d'être sûr que toute l'insuline... Voilà. Ah oui, toute l'insuline, elle est partie. Voilà. Ah ouais. Et voilà. On la sent pas, l'aiguille. Ah ben, c'est très bien. Tenez, ben, vous allez préparer l'aiguille pour demain. Je sais pas les bonnes... Retirez le capuchon, juste le capuchon. Ça a combien demain encore? Ah ben on verra. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour ça qu'au début, il faut que vous veniez de façon à ce qu'on adapte la dose. Parce que la dose, on ne la connaît pas encore. Hein. Je le sentais, de toute façon, j'en avais beaucoup. Hein. Je commençais à balloter, là, comme ça, un petit peu dans la rue. Là, Si besoin, Marie-Françoise ajustera les doses avec Christophe le médecin. Et dans une semaine, Monique pourra se soigner elle-même chez elle.
La prévention est le grand défi de la médecine de demain. Et la maison de santé en a fait une priorité. Karine travaille aussi hors les murs. Depuis 4 ans, elle donne un cours d'éducation sexuelle au collège de Saint-Amand, de la 6e à la 3e. Ici, les adolescents profitent de la connaissance d'une sage-femme et pas seulement d'une infirmière de collège. Faut faire un... Oh ben, tu sais comment ça marche. Et ensuite, pour l'enlever, on le déroule. Et qu'est-ce qu'on fait alors quand on le déroule après? Et on le déroule délicatement sur la verge en érection. Qui c'est qui m'a dit ça tout à l'heure? Parce que quand c'est mou, ça va moins bien. Ça sert à rien. C'est utile pour justement ceux qui ne peuvent pas parler avec leurs parents, parce que comme ça donne des numéros et tout. J'ai plus appris sur les maladies qu'on peut avoir en fait. Les moyens de contraception, je connaissais pas tout, donc c'était utile. Ça a rappelé aussi qu'il fallait bien se protéger pendant nos rapports. Moi déjà je suis stressé par rapport à ces maladies, donc dès que je pourrais faire le test pour savoir si j'ai des maladies sexuellement transmissibles ou pas, je le ferai directement. Oui. 8h45, ça serait bon? D'accord. À la maison de santé, le dossier des patients est informatisé et partagé. Michel Serin, le médecin d'Annabelle, est absent aujourd'hui. Elle a donc rendez-vous avec Christophe, en toute confiance. Ils ont un dossier, alors je ne sais pas comment ça se passe en point de vue informatique, mais du coup, voilà, ils peuvent suivre tout ce qui se passe, enfin tout ce que j'ai déjà eu, mes antécédents, que je sois suivie déjà avec la kiné, avec le docteur Serin pour mon dos. Donc, normalement, il va avoir tout ça sur son ordinateur aussi. Donc, je vais lire rapidement votre dossier. Annabelle souffre d'une syphose et d'une scoliose lombaire. Elle fait parfois des crises de douleur aiguës. Pour elle, être reçue et traitée en urgence est plus qu'un confort, un véritable avantage. Donc, la dernière fois, il m'a fait de la mésothérapie et il n'y a que ça qui m'a... Ça vous a bien soulagé. Ouais. Donc vous venez chercher à nouveau une nouvelle séance de mésothérapie. Ouais. D'accord. Là, par contre, ça va être froid. C'est parti. Ah, ça fait mal. Voilà. Il est 14h. Annabelle avait rendez-vous avec Luce à 18h30. Mais comme elle est là, elle tente sa chance. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au dos, rebelote. Écoute, je vais te prendre maintenant parce que, bon, j'imagine que tu ne reviendras pas ce soir faire de la gym. Non, j'y vais? Oui. Ça, c'est tes anciennes radios? Ouais, c'est les anciennes radios. Ouais. J'arrive. Hein. Ouais. Bonne journée. Annabelle a profité de l'immédiateté, de l'interprofessionnalité et de la coordination de la maison de santé. Bonjour, Salomé, bonjour. Et si les maisons de santé redonnaient le goût de la médecine générale? Participez à la consultation si vous êtes d'accord. Élodie, jeune interne, va passer 6 semaines ici. Aujourd'hui, elle est avec Christophe Jarny. Je vous invite à passer sur la table d'examen. Donc si vous êtes d'accord, Élodie a besoin d'augmenter sa pratique et elle va examiner votre épaule. Puis il vaut mieux avoir des bons médecins. Voilà, moi je vais l'épauler et elle va examiner votre épaule. D'accord. Donc après on a le test de NIR. Tu viens, tu tiens l'omoplate, tu fais lever le bras un tout petit peu en avant. Tu devrais changer de main, c'est plus simple avec. Voilà, tu empêches bien l'omoplate de remonter et tu soulèves. N'aidez pas. Ah mais là je peux le faire, là j'ai pas mal. Il faut que vous soyez détendu. Ouais, mais non mais là encore. Voilà. Et donc après tu appuies et vous dites stop si ça fait mal. Hein. Vous essayez de résister. Non. Non. D'accord. Donc votre épaule, ça s'améliore quand même. Je fais confiance déjà aux docteurs. Il faut bien qu'ils apprennent. Dans tous les métiers, c'est pareil. Il faut apprendre. Il n'y a pas que les papiers. Hein. Sur le papier, on n'apprend pas tout. Alors, faut aller sur le tas, comme on dit.
En 2005, seulement 67% des postes ouverts aux généralistes étaient pourvus. En 2010, il y en a 82%. Vous allez avoir mal à droite. Une nette embellie due en partie à cette nouvelle façon de pratiquer la médecine générale qui rompt l'isolement et qui valorise le métier. Exactement. Et le produit. Et l'épaule. C'est mieux. Le vrai médecin de famille remis au goût du jour, c'est peut-être ça, la révolution. Michel va voir Julia, il soigne toute sa famille et elle est nombreuse. Vos petits-enfants vous amènent les arrière-petits-enfants, non? Ah oui. Bah oui, oui. J'en ai 16 arrière-petits-enfants. Ah ben dites donc. Non, 15. 15. Et un arrière-arrière. Et un arrière-arrière. Oui. Ah oui, c'est ça, voilà, oui. Voilà. Je me perds un petit peu là, maintenant, ça fait beaucoup pour moi. Ça fait beaucoup hein, pour Ouais. vous. Moi aussi, remarquez. Mais... Probablement plus pour vous que pour moi. Fâchez-vous un peu en avant. Voilà, vous allez respirer bien fort par la bouche, s'il vous plaît. Bien fort. Oh, bah, c'est parfait aujourd'hui. Juste parce que je suis heureuse de vous. À ce point-là? Je dis des bêtises, non mais vous connaissez, hein, bon. Bon, bah écoutez, tirez la langue. Je suis en pleine forme. Voilà. Et puis avec mon cœur, hein, c'est fait. Bon, bah c'est excellent tout ça. On va continuer le même traitement. T'as bien vu avec moi, oui, bien. Moi, j'aime bien. Des fois, une fois, je lui ai dit, oh, je vous embrasserai bien, docteur. Vous gênez pas, qu'il m'a dit. Parce qu'il est... oh, bah, je suis directe, alors bon, bah, voilà. Alors Julia, c'est une grand-mère que je connais depuis 25 ans maintenant. Je suis 4 générations de sa famille. Petite fille, petit-fils. Quand je la vois entourée de ses petits et arrière-petits-enfants, je trouve ça phénoménal. Et je me dis que là, il y a du lien, là, il y a de la vie de famille. Et dans ce monde où les personnes ont tendance à s'isoler, eh bien, il se passe des choses pleines d'espoir. Oh, si tu veux, mon chéri, je vais partager ma pitance. Les maisons de santé comme celle de Saint-Amand remettent en avant une médecine humaniste et indispensable. Elles sont une réponse possible à la crise de la médecine, à la désertification et à la solitude du médecin. Une maison de santé, c'est une boîte à outils qui s'adapte aux besoins de la région, de ses patients et de ses soignants. Dans les campagnes et dans les villes, en Seine-Saint-Denis, dans le Jura ou à Lille, ça fonctionne. En France, mais aussi en Allemagne, en Angleterre et au Canada, elle se multiplie. Une véritable révolution du système de soins est en marche.